Et on poursuit avec Jean-Eudes Gana. Bonjour et merci d'être avec nous, Jean-Eudes. Bonjour Liselotte, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, j'ai fait un titre pas très original et un peu provocateur pour cette chronique, qui est le suivant: Sommes-nous en URSS? Alors, en effet, c'est un peu provocateur ou exagéré si l'on tient compte du fait que la France ne compte aucun goulag et ne poursuit, en tout cas pas pour l'heure, hein, aucun plan de domination mondiale. Mais franchement, sommes-nous pour autant dans un régime libre? Enfin, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Est-ce que vous croyez vraiment que ça existe, les régimes libres, Jean-Eudes, où chacun dirait et penserait ce qu'il veut? Non, mais certes, mais enfin, disons que c'est une longue histoire, mais nous vivons sous un régime qui prétend l'être, en tout cas. Or, je ne suis pas, à titre personnel, un démocrate religieux, hein. Je n'ai pour la démocratie qu'une affection assez rationnelle. Mais j'ai beau penser que ce ne soit pas le meilleur système, je pense qu'il est impossible aussi que le peuple décide de tout. Je pense même que ce serait irresponsable. Nonobstant, je considère que les gens ont le droit de participer aux décisions qui les concernent directement et qu'à défaut, ils ont le droit de commenter mieux qu'à l'heure des réseaux sociaux. Le leur interdire ne peut que créer de la frustration. Alors, vous allez nous parler de votre cas personnel, peut-être, Jean-Eudes? Non, 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 j'essaye de ne pas parler que de moi, chère Liselotte. Et je me suis un petit peu écarté du sujet. Revenons à ma comparaison avec l'URSS. Alors, d'accord, les pays libres, ça n'existe pas réellement, comme vous l'avez souligné, mais la France, comparée aux États-Unis, par exemple, a un régime qui sort du simple cadre institutionnel prétendument neutre. Voilà, la République, c'est quand même un projet. Voilà, c'est notre projet, même, dirait Emmanuel Macron. Euh, Quoi qu'elle l'affiche moins clairement que l'URSS, la République cherche à créer un type humain. Voilà, les médias, l'éducation, les politiques doivent se conformer à un moule idéologique bien précis, quels que soient les dirigeants d'ailleurs. Enfin, comme vous l'aviez précisé, personne ne part au goulag. Non, certes, mais la propagande tue socialement ceux qui s'écartent des sentiers battus, à peu près aussi sûrement que les goulags n'écartaient les gens du débat public. Depuis des décennies, combien de gens ont été mis au chômage, combien de personnes ont été clouées au pilori pour avoir défendu la France, combien de carrières, combien de familles, combien de vies brisées. Voilà, en réalité, pour quiconque conteste l'idéologie du vivre ensemble ou voudrait traiter le mal à la racine, c'est la mort sociale. Mais d'ailleurs, le pire n'est peut-être pas là. Après tout, il y a des régimes, de nombreux régimes même, je crois. Peut-être que la plupart des régimes sont des régimes dans lesquels on a l'interdiction de contester fondamentalement la nature du régime. Mais dans ces régimes-là, ou dans beaucoup de ces régimes-là, on est tranquille tant qu'on ne fait pas de vagues. Et la perversité de notre situation, c'est que ceux que l'on suspecte de penser différemment ne doivent pas seulement éviter les foudres de la nomenclatura républicaine, ils doivent en plus faire face à l'avant-garde gauchiste, toujours sur le qui-vive pour déclencher les persécutions. Voilà, on l'a vu récemment avec les banquets du canon français, par exemple. Je crois que vous avez dû en parler sur vos ondes. Rappelons aux auditeurs, ce sont des petites, enfin, ce sont des grosses fêtes d'ailleurs, anodines, mêlant folklore et ripaille, et qui ont été dénoncées par la presse de gauche comme fascisantes, parce qu'on y mange du cochon, beaucoup de viande, parce qu'on y chante des airs traditionnels. Et récemment, les organisateurs en Bretagne ont été obligés, à cause de la polémique lancée par l'extrême gauche et par Libération, ils ont été obligés de changer de lieu au dernier moment, les propriétaires initiaux se dégonflant face aux menaces gauchistes. Mais plus récemment, j'ai entendu parler d'un cas qui a été beaucoup moins médiatisé et qui mérite qu'on s'y attarde, car il pourrait s'agir d'un combat majeur pour demain. C'est celui d'une école hors contrat située au nord de Lyon, qui s'appelle l'école Pauline-Marie Jaricot. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler sur Radio Courtoisie. Pour le moment, pas sur la radio, mais on a prévu d'en faire un sujet, parce qu'effectivement, c'est assez scandaleux, mais bon, je vous laisse expliquer ça aux auditeurs, Jean-Eudes. Oui, tout à fait. Alors, petit bilan rapide, hein, mais cette école hors contrat située au nord de Lyon a connu en moins d'un an pas moins de 3 inspections académiques, ainsi que 3 mises en demeure pour des points de procédure mineure. La bibliothèque de 3 000 livres a été passée au peigne fin pour vérifier sa conformité aux standards idéologiques, et pas moins de 3 interdictions préfectorales ont été prononcées par le préfet, donc sans aucun dialogue ni aucune concertation avec la direction de l'école. Chaque fois, ces fermetures ont été contestées devant le tribunal administratif. Chaque fois, l'école a obtenu gain de cause. Ouais, et c'est tout de même la preuve que nous ne sommes pas en dictature, Jean-Eudes. Alors oui, mais je crois que cette histoire des écoles hors contrat, au moment de la dissolution de l'Alvarium et de Génération Identitaire, etc., nous étions nombreux à l'avoir dit. Je crois que les écoles hors contrat vont être dans le viseur. Et puis là, même si il est appréciable, hein, que le tribunal administratif ait été impartial, il faut se rendre compte que la pression
qui est exercée sur la direction, sur les professeurs, sur les parents d'élèves, sur les élèves eux-mêmes, perturbe quand même grandement la mission éducative, sans compter l'aspect financier, parce qu'à chaque fois, il faut se déplacer à Lyon, il faut faire appel à un avocat, etc. Et puis à l'heure des dissolutions abusives de tous les mouvements politiques jugés racistes ou homophobes, ou je ne sais quoi, il y a fort à craindre que les écoles catholiques soient bientôt la cible de la répression, soit pour défendre les valeurs de la République, soit pour empêcher les troubles à l'ordre public. Vous savez, selon la recette bien connue, les gauchistes provoquent des heurts ou des manifestations et les autorités censurent ceux qui en sont victimes et non pas ceux qui produisent ces problèmes. Mmh. Mais il est vrai que le système a tendance à frapper partout où il peut, quoi qu'il en Et soit, oui, j'ai envie de dire. et oui, et il est clair que ces derniers temps, en plus, ils sont en forme, hein. On Mmh. l'a vu avec mon modeste cas, on l'a vu de manière tout aussi scandaleuse. Et là, ça a fait moins de bruit avec la répression idiote dont ont été victimes les natifs pour leur action au Trocadéro, pour les 10 ans du Bataclan. Rappelons quand même qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont sous contrôle judiciaire pour avoir dit, 10 ans plus tard, l'ennemi est toujours là, comme si on pouvait nier que les islamistes fussent encore là. Sachant que une semaine avant, 3 jeunes filles ont été arrêtées puisque justement elles projetaient de faire un attentat, en mémoire, de Ben Laden. Donc, déjà, c'est plus que jamais d'actualité. Et oui, c'est plus que jamais d'actualité, ça le sera de plus en plus, mais Mmh. voilà, il est interdit de le dire. Et c'est là que réside d'ailleurs la plus grande force de nos adversaires. Ce n'est pas tellement dans ces décisions arbitraires qui se retournent parfois contre eux lorsqu'il y a un bad buzz médiatique, mais c'est plutôt dans la pression sociale diffuse et insidieuse qu'ils parviennent à exercer sur tout le monde. Très souvent, on n'ose pas dire certaines choses au travail, on hésite à travailler avec telle personne de peur de subir l'ostracisme, on voit des comptes en banque qui sautent sans motif. Mon petit frère en a fait l'expérience pas plus tard qu'hier, mais officiellement, ça n'a rien à voir avec la politique. Officiellement, nous sommes dans un régime libre. Et si cette pression, si cette autocensure diffuse ne suffit pas, les renseignements territoriaux se chargent du reste. Figurez-vous que j'ai eu écho hier d'une jeune femme qui a été appelée par les renseignements généraux alors qu'elle s'apprête à ouvrir un bar à la campagne, juste parce que certains associés sont marqués politiquement. Il s'agit d'un bar tout ce qu'il y a de plus classique, hein, Mmh. pas un bar associatif qui pourrait abriter des réunions politiques ou je ne sais quoi. Officiellement, pas de pression de la part des RG, hein, mais bon, on l'a questionné quand même pour connaître ses opinions, savoir si le lieu allait accueillir des militants, etc. Et puis, la presse s'en est mêlée à son tour, appelant la jeune femme voilà, en lui demandant si vraiment il n'y avait pas de lien avec la politique, voilà, lui faisant bien comprendre que si elle ne faisait pas attention, les fureurs médiatiques se déchaîneraient. Et puis, j'ai eu écho aussi, là, récemment, de l'incarcération d'Anna Novikova, qui est une jeune femme donc, très ouvertement pro-russe, hein, de l'association Enfants du Donbass, je Mmh. crois. Euh, alors, elle a été incarcérée parce elle est soupçonnée d'espionnage. Ma foi, je ne suis pas dans le dossier, mais disons que ceci sent un petit peu la barbouzerie parce que je crois que les Russes qui aiment bien, en effet, qui souhaiteraient menacer nos intérêts, je crois que c'est indéniable, quoi qu'en disent certains, sont quand même trop intelligents pour ne pas avoir de vrais espions et pour voilà, utiliser comme espions des gens qui sont ouvertement Oui. des responsables d'associations. On C'est a quand même un connu petit mieux peu comme trop. couverture que Voilà. des convois, d'aide humanitaire, pour les enfants du Donbass, effectivement. Tout à fait. Et si vraiment, comme je le crois d'ailleurs en partie, les dirigeants actuels sont les héritiers du KGB et que Poutine est d'ailleurs un ancien officier du KGB, je pense qu'ils sont un petit peu trop malins pour ce genre de grosses ficelles. Mais ce que je voulais dire à nos auditeurs, c'est que puisque la meilleure arme du système, c'est l'autocensure, la pression qu'on s'impose à nous-mêmes, c'est la peur que l'on a parfois lorsqu'on est appelé par des renseignements généraux ou par des journalistes. Je veux leur dire qu'en fait, cette arme du système, il est très simple de la briser. Il suffit de ne pas avoir peur. Voilà, n'ayez pas peur, comme le disait Jean-Paul II. Refusez d'être l'un des maillons de la chaîne du mensonge, comme le disait Solzhenitsyn. La grande arme du système, c'est le fait qu'on se laisse un petit peu tétaniser. Il suffit de dire la vérité, de tenir un discours radical et joyeux. Il suffit de ne pas s'en laisser compter quand même par des fonctionnaires qui ne croient plus eux-mêmes au système qu'ils sont en train de défendre, parce que c'est ce qu'il faut dire, hein, depuis des années déjà, les gens ne croient plus au vivre ensemble, ils ne croient plus aux valeurs de la République. Et il y a un petit parallèle historique que j'aime bien faire, je crois que je l'ai déjà fait sur vos ondes, je suis désolé de radoter. Mais à la mort de Staline, il y a eu, vous savez, la politique de déstalinisation durant quelques années où l'on a cru que la liberté d'expression allait revenir. Et ces quelques années, si courtes fussent-elles, ont permis à tout le système, à toute la population, à tous les fonctionnaires soviétiques, etc., de réaliser qu'en fait, le communisme était un rêve qui était mort et que plus personne n'y croyait. Nous, Mmh. on vient de vivre ça pendant 10 ans avec le formidable essor d'Internet.
On a eu une bouffée d'air frais en termes de liberté d'expression. Aujourd'hui, il y a une nouvelle restriction. Le système retape un petit peu plus fort, comme à la fin de l'URSS à partir des années 62-63. Eh bien, ne perdez pas espoir parce qu'en réalité, si le système tape aussi dur, c'est parce qu'il sait lui-même qu'il est voué à sa propre fin et à sa chute. Et donc, voilà, il faut garder espoir et ne pas s'en laisser compter. On termine sur cette note d'espoir et cet appel à être courageux, mes chers auditeurs. Je sais que si vous soutenez Radio Courtoisie, c'est déjà que vous avez conscience de la nécessité justement de nommer le réel et de continuer à vouloir porter cette voix qui parfois est censurée ou en tout cas, comme nous le rappelait Jean-Luc Gana, mise sous pression. Merci beaucoup Jean-Eudes, puisque même si vous ne voulez pas parler de vous, on sait que vous essuyez aussi ces coups-là et que vous tenez bon malgré tout. Donc on est ravis de cela et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke.